Bien, ben, bienvenue à la séance d'information sur les nouveaux formats développés par la Revue internationale PME sous le nom de Frontières. L'idée aujourd'hui, c'est de vous exposer un peu ces formats, les attentes, les contraintes, le mode opératoire. Et puis la séance est bien sûr placée sous la présidence de la rédactrice en chef de la Revue internationale PME, la professeure José Saint-Pierre. Donc, je vais lancer un diaporama via le partage d'écran. Et nous allons ainsi pouvoir débuter une petite phase d'information. Et ensuite, il y aura des questions-réponses habituelles. Donc, merci de votre présence et puis on espère que ça sera utile à votre compréhension de ces nouveaux formats. José, je te laisse entamer la présentation. Merci Olivier. Alors, bienvenue à tout le monde. Puis, merci Olivier d'avoir d'avoir fait cette proposition-là d'un nouveau format d'article. Alors, je me permets tout de suite peut-être de contextualiser ce lancement. La revue internationale PME qui demeure dans les plus anciennes revues au monde sur l'entrepreneuriat et les PME. Donc, parmi les 5 premières revues à s'être spécialisées dans ces domaines-là, fête son 35e anniversaire l'an prochain, donc en 2022. Alors, la mise à jour, si on veut, ou le lancement d'un nouveau format d'article est tout à fait en phase avec notre volonté de vouloir faire partie de la conversation scientifique avec une conversation qui se renouvelle, une conversation qui prend des formes différentes, des enjeux de recherche aussi qui se sont beaucoup modifiés dans les dernières années. Donc, dans ce sens-là, les nouveaux formats d'articles qu'on vous présente aujourd'hui sont tout à fait en phase avec l'évolution de la revue PME. Donc, je pense que nos 3 responsables, donc vous allez voir avec chacun va intervenir. D'abord, Olivier Germain sur les essais à contre-courant. Ensuite, Mathias Pépin sur les explorations pédagogiques. Et finalement, Nabil Khalil sur les nouvelles méthodes et formes d'écriture. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de se mettre comme chercheur au stade d'apprenant dans ces nouveaux formats-là pour continuer à contribuer à l'enrichissement des connaissances. Donc, rappel, la mission de la revue PME, c'est de diffuser en français les connaissances les plus à jour concernant les PME et l'entrepreneuriat. Donc, j'insiste ici, je pense que Mathias, Olivier et Nabil vont aussi insister à leur tour sur le fait que les articles qu'on souhaite dans cette nouvelle section frontières sont pas de la récupération d'articles refusés ailleurs. Ça peut paraître un peu rigolo, là, mais c'est vraiment des articles rédigés dans l'esprit de cette nouvelle rubrique. C'est pas une rubrique, de cette nouvelle section-là qui est dans les marges, si on veut, de ce qu'on connaît comme modèle scientifique. Alors, tout de suite, donc, je passe la parole à Olivier. Merci José. Donc, c'est ça. Donc, une nouvelle section, 3 rubriques. La première, elle c'est à contre-courant. Donc, vous avez bien compris, l'idée de cette nouvelle section, c'est d'essayer un peu de régénérer nos modes de production de connaissances, soit méthodologiquement, en pédagogie ou théoriquement. Et c'est à contre-courant, c'est l'idée que nous travaillons finalement beaucoup par des logiques de recherche de gap, de vide dans la théorie, mais on pourrait aussi penser plutôt à comment on peut défier nos hypothèses dominantes. Travailler, challenger des conceptions dominantes en entrepreneuriat et PME, utiliser des courants issus d'autres sciences humaines et sociales, tout ça pour défier nos manières de produire de la connaissance et parfois des connaissances qui sont extrêmement enracinées, structurantes dans notre champ, mais qu'on n'a pas forcément réinterrogées. Je prends quelques exemples. On a des hypothèses fortes sur la légitimité en entrepreneuriat, le rapport à l'échec dont Nabil est un des spécialistes, la croissance des PME. Tout ça, parfois, on a des espèces de théorèmes qui structurent notre champ, qui nous disent, il y a une manière de penser, il y a un sillon qui a été tracé, mais on ne pense pas à questionner ce sillon, à le réinterroger. Donc voilà l'idée, challenger les idées dominantes dans le champ de l'entrepreneuriat et PME. Une fois que j'ai dit ça, c'est challenger sur la base d'une connaissance précise quand même de l'idée qu'on veut challenger. Ensuite, une capacité à la problématiser de manière rigoureuse et de créer un appareil théorique alternatif qu'on est aussi capable d'aller documenter
Donc, il y a quand même une rigueur scientifique qui est recherchée, que ce soit dans la connaissance de l'objet que l'on challenge, dans la problématisation de cet objet, mais aussi dans la conception d'un appareil théorique alternatif. Donc, quand je dis conception d'un appareil alternatif, ça peut être l'usage de métaphores, ça peut être aller chercher des théories dans les sciences humaines et sociales qui nous permettraient de réinterroger notre objet. Voilà. Et puis après, on tirait quelques enseignements en termes d'agenda pour les chercheurs, puis également d'agenda d'intérêt pour réinventer les pratiques. Donc voilà. Donc contre-courant, c'est prendre le contre-pied d'idées dominantes, pas forcément pour faire son malin ou sa maline, mais c'est véritablement parce qu'on se rend compte qu'une hypothèse qui structure le champ mérite d'être défiée. Voici rapidement pour cette rubrique. La rubrique suivante, je passe la parole à notre ami Mathias. Merci beaucoup, Olivier. Donc, l'idée derrière cette seconde rubrique ou ce second format, comme on l'appelle dans le document que je vais remettre d'ailleurs dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès, ce sont les explorations pédagogiques. L'idée derrière les explorations pédagogiques, c'est que le champ de l'éducation à l'entrepreneuriat et à la PME, et ça inclut ici l'accompagnement, le mentorat, donc c'est une vision assez large de l'éducation entrepreneuriale. Il est beaucoup centré sur l'étude des impacts post-formation, en particulier à travers l'évaluation des intentions entrepreneuriales des étudiants ou de la capacité des étudiants après accompagnement à créer une entreprise. Et au fond, on en sait très, très peu sur ce qui se passe très concrètement dans les salles de classe. On sait très peu c'est quoi les objectifs pédagogiques des enseignants, les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre. Donc, on va souvent nous parler dans ces articles-là de voici en gros ce que j'ai fait et voici les résultats, mais en termes de reproductibilité, c'est quasiment nul parce qu'on ne sait pas du tout ce qui a été fait dans la classe très concrètement. Donc, l'idée de l'exploration pédagogique, c'est de plonger dans les pratiques pédagogiques, d'aller éclairer ces pratiques pédagogiques-là. Et évidemment, dans le but, si on y arrive, de renouveler les pratiques pédagogiques en entrepreneuriat et en PME. C'est bien l'objectif là derrière cette rubrique-là. Donc ça veut pouvoir dire explorer des nouveaux champs pédagogiques. On a mis en place quelque chose de particulièrement porteur dans sa classe en entrepreneuriat et PME. On veut en rendre compte. Voilà une première façon de parler des choses. On pourrait avoir une perspective critique, un peu dans ce que Olivier a dit tout à l'heure, mais en lien avec la pédagogie. Donc, par exemple, il y a des pratiques dominantes dans le champ de l'éducation entrepreneuriale qu'on pourrait vouloir venir critiquer pour proposer autre chose ou pour montrer leurs limites. Ou encore, on pourrait aussi questionner les contextes. Ce qu'on fait en Amérique du Nord n'est pas nécessairement si porteur pour l'Afrique, par exemple. Donc, il y a une question de contexte où l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat autochtone peut-être appelle des façons différentes d'enseigner l'entrepreneuriat et la PME. Finalement, c'est aussi pouvoir dire d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres disciplines relativement proches et d'éventuellement importer du matériel pédagogique en entrepreneuriat et PME. Ce qui est important dans cette rubrique-là, c'est d'avoir soi-même expérimenté la pratique pédagogique. Donc, ce n'est pas de dire dans l'absolu, je critique ceci ou cela, c'est j'ai une expérience personnelle que je vais problématiser de manière scientifique pour en proposer une critique, une alternative, etc. Donc, comme Olivier l'a dit, vous le lirez dans le PDF, il y a certains attendus en termes d'organisation de l'article et des parties qui sont traitées dans les explorations pédagogiques, tout comme dans l'essai critique et dans la partie de Nabil également, à qui je vais céder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathias, merci Olivier, merci José. Tout d'abord, pour présenter la nouvelle section, nouvelle méthode et formes d'écriture, j'aime bien raconter un petit peu l'histoire ou l'idée qui est à l'origine de la création de cette section. Et je remercie à ce titre Olivier Germain de m'avoir proposé de chapeauter cette rubrique. L'idée derrière ce format, c'est une tradition francophone en matière de recherche. Lorsque j'étais doctorant, on mettait l'accent beaucoup sur cette fameuse partie méthodologie. Et en recherche aussi doctorale, on a toujours
cet esprit de thèse classique, entre guillemets classique, par rapport à des thèses sur travaux. On a un cadre théorique, un cadre méthodologique qui est hyper développé et un troisième partie centrée sur le résultat et les discussions. Dans ce cadre méthodologique, il fallait justifier l'opposition épistémologique, justifier la méthode de collecte des données, la méthode d'analyse des données et voir dans la partie, cette fameuse partie de discussion, on ne se limite pas uniquement à des contributions théoriques et des contributions pratiques ou managériales, mais aussi il fallait mettre en avant des contributions managériales. Donc la tradition francophone en recherche en sciences de gestion, notamment en entourant les PME, il y a aussi cette volonté de proposer des innovations méthodologiques. Toutefois, les innovations méthodologiques, malheureusement, restent très peu valorisées. Si on prend un petit peu les revues anglo-saxonnes, notamment les revues anglo-saxonnes en entrepreneuriat, il y a très peu d'espace consacré pour des publications 100% méthodo. À part les numéros spéciaux, à part quelques articles sur la validation des nouveaux instruments de mesure, à part quelques papiers sur une revue de la littérature, des méthodologies qui ont été utilisées, vraiment, il y a très peu d'espace dans des revues anglo-saxonnes comme GBV, ETP, pour publier des articles 100% méthodo. De même, si on essaie de valoriser une innovation méthodologique via un article qualifié d'empirique, les normes, en fait, nous imposent à réduire de manière drastique la partie méthodo, et les lecteurs de ce type d'articles s'intéressent beaucoup plus à des contributions plutôt théoriques que des contributions méthodologiques. C'est pour cela certains chercheurs s'orientent vers des revues généralistes anglo-saxonnes comme Organizational Research Method. Toutefois, étant donné la spécificité de notre objet d'étude qui est centré sur l'individu, sur l'entrepreneur, sur le dirigeant de la PME-PMI, sur le territoire, les méthodologies développées ne sont pas très compatibles avec des méthodes dominantes en sciences des organes. Il reste les revues généralistes francophones. On peut citer Management Arobase, il y avait aussi des papiers méthodo, la revue Recherche en sciences de gestion, la revue française de gestion. Il y a quelques espaces, mais il n'y a pas vraiment un espace exclusivement consacré à l'innovation méthodologique pour la PME et pour l'entrepreneuriat. Il reste les revues francophones en entrepreneuriat, à l'image de revues internationales PME, revues d'entrepreneuriat, revues Entreprendre Innover. C'est créer un espace dédié à l'innovation méthodologique, des nouvelles approches méthodologiques, d'où l'idée de créer une nouvelle section qui s'appelle Nouvelles méthodes et formes d'écriture. Concernant les types d'articles, lorsqu'on parle d'un papier méthodologique, c'est pas un papier descriptif qui va décrire tout simplement comment utiliser une méthode de A jusqu'à Z. Dans ce type de section, il y a des articles qui visent à comparer 2 ou 3 méthodes. Donc, on peut mettre 2 ou plusieurs méthodes en concurrence. Si on applique la méthode de type A, voici les résultats. Si on applique la méthode B, voici les résultats. Voici les différences entre les résultats et comment l'utilisation de la méthode A avec la méthode B, ça nous permettra de mieux appréhender des objets complexes. Il y a ce format. Un deuxième format qui porte plutôt sur le renouvellement d'une méthode déjà existante ou le prolongement d'une méthodologie déjà existante. Je donne un titre d'exemple, les personnes qui travaillent sur les théories de réseaux sociaux, donc ce sont des théories qui s'appuient sur les théories de graphes. Donc, il y a des innovations méthodologiques. Comment peut-on utiliser ces innovations innovations méthodologiques qui proviennent plutôt de théories de réseaux sociaux pour mieux appréhender, par exemple, la diffusion des émotions négatives dans une équipe. Troisième format, et là, l'idée, c'est voir une méthode qui a été déjà développée dans une autre discipline, en dehors des sciences de gestion, en dehors des sciences économiques, et voir comment peut-on utiliser cette méthode pour la recherche en entrepreneuriat et la PME. Je donne juste à titre d'exemple. Si on voit les collègues qui travaillent sur l'intelligence artificielle, donc ils développent des algorithmes pour décrypter, analyser des images. Donc, il y a un article qui a été publié empirique qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les vidéos sur la plateforme de crowdfunding. Et ces algorithmes, ça me permettra d'avoir un codage plutôt gestuel des images vidéo. Et enfin, cette nouvelle section
vise également des articles qui ont pour finalité de proposer des nouvelles échelles de mesure, appliquant le paradigme de Churchill. Certes, il y a des échelles qui ont été développées plutôt dans d'autres disciplines. Je donne un titre d'exemple des travaux qui ont été publiés dans des revues anglo-saxonnes qui proposent des échelles pour mesurer la peur de l'échec entrepreneurial. Mais les auteurs s'appuient sur la littérature en psychologie de sport pour prendre les échelles qui ont été initialement conçues pour mesurer la peur auprès des sportifs et comment on peut transposer dans le champ de l'entrepreneuriat. C'est un peu les 4 formats plutôt de papier méthodologie. Concernant les formes d'écriture, je termine là-dessus. Parfois, dans nos recherches, on a il y a la méthode d'étude de cas, il y a le récit de vie. Et lorsqu'on raconte l'histoire d'un entrepreneur, l'histoire d'une entreprise, l'histoire d'un échec, ou l'histoire plutôt d'une réussite, il y a aussi une méthodologie d'écriture. Et malheureusement, aussi bien dans la revue plutôt méthodo, 100% méthodo, ou dans les ouvrages aussi, à part les quelques manuels, il y a très peu aussi de papiers en fait qui proposent quelques éclairages sur comment rédiger la technique de rédaction plutôt des récits de vie. Et donc c'est dans cette perspective-là que s'inscrit la nouvelle section, nouvelle méthode et formes d'écriture. Merci Nabil. Maintenant, on va rentrer un peu dans dans le mode opératoire, le comment soumettre, les conditions de soumission, etc. Donc, on va pas vous envahir avec ça, mais on va avoir une deuxième partie consacrée à ça, parce que c'est important également de comprendre les enjeux de soumission et la rigueur du processus scientifique. Mathias? Oui, tout à fait. Donc d'abord, j'ai redéposé dans le chat de la réunion le document PDF qui résume un petit peu tout ce que nous disons actuellement, si vous voulez le télécharger. José l'a dit tout à l'heure, on s'attend dans cette nouvelle section à recevoir des articles qui ont été spécifiquement écrits pour la section. On ne s'attend pas à recevoir des articles qui sont du recyclage d'articles qui ont été refusés ailleurs. Ce qu'on veut offrir ici, c'est un espace pour des textes et des thèmes qui, comme l'a dit Nabil à propos de la méthodologie, ne trouvent pas de place dans les revues traditionnelles, en particulier en français. Donc, c'est vraiment l'idée derrière cette nouvelle section et les 3 formats qui sont proposés. Donc, on s'attend à avoir des articles qui sont aussi rigoureux et qui sont originaux, qui proposent une contribution scientifique, mais dans un format relativement raccourci. C'est-à-dire que ça va être entre 5000 et 6000 mots, références exclues. En termes de références, ce sont la logique de la RIP PME qui prime, c'est-à-dire qu'on doit se limiter à 25 références présentées selon les normes de la revue. Évidemment, la RIP PME est une revue francophone, donc les textes doivent être écrits en français, dans un langage accessible. Comme il se peut que dans un ou l'autre des formats, vous alliez chercher des thèmes ou des concepts qui sont élaborés dans le cadre d'autres disciplines, c'est particulièrement important de bien définir les termes et les concepts qui sont convoqués dans vos articles, de sorte qu'on puisse s'approprier dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la PME des concepts qui ont été développés dans d'autres champs et qu'on comprenne bien leur utilité, leur portée dans le champ de l'entrepreneuriat et de la PME, que ce soit d'un point de vue critique, d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue méthodologique. Évidemment, écrire un titre, c'est tout un art, vous le savez tout comme moi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi j'ai passé des heures avec mon directeur de thèse dans son bureau simplement pour trouver le titre qu'on allait mettre à donner à cette conférence ou à cet article. Alors c'est tout un art et veiller à écrire des titres courts, mais qui reprennent et qui reflètent le contenu et la contribution surtout de ce que vous proposez dans l'article. Et en téléchargeant le document que j'ai mis dans le chat, vous allez voir que chacune des sections est très claire en termes de ce qui doit être traité et en quelle proportion par rapport à l'ensemble de l'article. Donc, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une petite revue de littérature, etc. Vous allez voir chacun des formats décrit très précisément ce qui est attendu. Évidemment, ce sont des guides. On ne va pas regarder au mot près si l'introduction fait exactement 15% du texte
en général, mais c'est pour se donner une idée globale de ce à quoi devrait ressembler un article dans tel ou tel format. Alors voilà. Merci Mathias. Passons maintenant au processus de soumission qui rejoint un processus de soumission relativement traditionnel, mais je vais en expliquer quand même les singularités. Donc, vous souhaitez soumettre un article à l'un des trois formats. Vous envoyez votre article, on le rappellera tout à l'heure, mais en précisant bien que vous vous adressez à la rubrique, à la section frontière, et vous précisez la rubrique ou le format auquel vous destinez ce papier. Il arrive dans les mains de José Saint-Pierre, la rédactrice en chef, qui, comme pour tous les papiers, finalement vérifie que ce papier répond aux attentes générales de la revue en termes de mission, en termes de règles éthiques, d'intégrité. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'il rentre dans le processus après une lecture générale qui vérifie que les conditions de forme et d'éthique sont remplies. Le processus, comme pour tout papier soumis à la revue internationale PME, est ensuite suivi par la rédactrice en chef qui s'assure que le processus est correctement suivi. Il arrive ensuite entre les mains d'un des trois responsables de format ou rubrique qui, de son côté, du coup, vérifie que toute la politique éditoriale telle qu'on vous l'a présentée là a été correctement suivie, que le papier apporte une véritable originalité, qu'il y a une contribution réelle, que le papier est un format véritablement exploratoire, etc. Donc, ça veut dire quoi quand je dis ça? Il peut arriver du coup qu'une décision de rejet immédiat soit prononcée si on se rend compte que la capacité à challenger les méthodes, les explorations pédagogiques ne sont pas soutenues par une empirique, il n'y a pas vraiment d'idées défiées, tout ça répond finalement aux mêmes règles habituelles des revues. Il faut avoir un rejet immédiat dans l'hypothèse où la politique éditoriale des trois formats n'est pas rencontrée. Donc, évaluation de la qualité, suivi des processus, et puis les interactions avec vous pour rentrer en conversation avec les auteurs, les autrices, comme dans un processus habituel. Il y a des phases de révision, conversation. Notre rôle est de faire des lettres de synthèse, etc. Donc, rôle habituel, donné à un rédacteur associé qui est responsable de la gestion d'un papier. Mais la première étape, une fois qu'on a accepté que le papier parte en évaluation, là, elle est un peu modifiée, c'est que nous avons 2 experts et non 3 qui seront en charge de commenter le papier en évaluation, et de recommander ou pas la poursuite du papier. Alors, sachez quand même que pour les 3 formats, dans la mesure où nous appuyons fortement l'idée qu'il faut plus explorer, tester des idées originales, on va aussi constituer une banque de réviseurs qui sont bien sûr sensibles également à ces formats. L'idée n'est pas de repartir dans des contraintes que vous rencontrez pour ce genre de papier lorsque vous soumettez de manière traditionnelle. L'idée, c'est vraiment d'accompagner de manière rigoureuse, mais également bienveillante, au regard du souci d'exploration des auteurs et des autrices. Donc, 2 experts, et le processus revient à peu près à la manière habituelle de gérer un processus, c'est que vous rentrez en conversation avec ces 2 experts et le responsable de rubrique, et puis on chemine avec des allers-retours jusqu'à, on l'espère, une publication dans la revue. Voilà. Je passe la parole à Nabil qui va vous présenter les critères retenus, enfin les critères pour orienter l'évaluation. Merci Olivier. Donc pour les critères, lorsqu'on parle de l'innovation, il y a toujours l'originalité, donc c'est très, très, très important. Donc il faut démontrer que le papier proposé est original par rapport à quoi? Par rapport à une petite revue de la littérature qui, si je parle de l'innovation pédagogique, il faut montrer un peu une petite revue de littérature sur les pratiques pédagogiques qui ont été déjà mises en place et dans quelle mesure cette pratique est nouvelle par rapport à quoi? Par rapport à une revue de la littérature. C'est pour cela la revue de la littérature, elle est importante, quel que soit le format. Donc, il faut démontrer l'originalité par rapport à une revue de la littérature, à l'état de connaissance. Bien évidemment, il faut utiliser des argumentations solides
est clair. OK, on se limite à 25 références, mais c'est très important aussi de faire référence à des travaux, à des travaux publiés dans des revues savantes, quelle que soit la discipline, bien évidemment. Il y a une phase aussi très importante, c'est la phase plutôt de c'est une phase de problématisation, la raison d'être du papier, que ce soit un papier et ses contre-courants, innovation pédagogique ou innovation méthodologique. Je donne un exemple très simple, à titre, lorsqu'on parle de la croissance de la PME, la littérature sur la croissance, elle est toujours influencée par la littérature anglo-saxonne. On parle d'une croissance exponentielle, avec la volonté plutôt de lever de fonds. On a ce fameux cycle de financement, alors que la réalité, elle n'est pas là. Donc, il fallait montrer aussi que la pratique de la PME et l'entrepreneuriat francophone, elle n'est pas la même que la réalité plutôt de la start-up anglo-saxonne. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela la revue de la littérature ne doit pas s'appuyer uniquement sur la littérature anglo-saxonne, mais aussi sur la littérature francophone. Les contributions, l'apport du papier, que ce soit la contribution méthodologique, la contribution pédagogique ou encore les essais contre-courant, on peut à la fin conclure avec des propositions de recherche. Ces propositions de recherche peut être aussi le point de commencement d'une nouvelle recherche de nature empirique. Bien évidemment, l'équilibre entre les différentes parties, c'est quelque chose de très important, et surtout un langage clair, accessible. Concernant les papiers méthodaux, parfois, si on présente, par exemple, je sais pas, on utilise les théories du graphe pour modéliser un réseau, donc c'est pas la peine d'utiliser un langage très compliqué, complexe. Il faut simplifier aussi même le langage parfois mathématique qu'on utilise. Donc, il faut présenter quelque chose qui est compréhensible par tous les lecteurs de la revue PME, la revue internationale PME, que ce soit des personnes qui sont issues des sciences de gestion, sciences économiques, aménagement de territoire, sociologie, psychologie. Donc, l'idée, c'est avoir un article qui est accessible, qui est bien rédigé, qui est compréhensible, et aussi un aspect qui est didactique qui est important aussi à mettre en avant, plus de la rigueur aussi académique et scientifique. Merci, Nabil. Pour conclure cet exposé des nouveaux formats, je redonne la parole à José, la rédactrice en chef de la revue. Merci. En fait, bon, mon premier mot, c'est des remerciements à mes 3 collègues qui ont accepté de faire évoluer cette section-là, frontière. Je pense que c'est, quand j'ai vu la proposition de Olivier, je me suis sentie tout à fait à l'aise dans ceci, pour avoir vécu moi-même dans le domaine de la finance entrepreneuriale, certaines frustrations avec l'hypothèse avérée reconnue que tous les dirigeants de PME veulent maximiser leurs profits en premier. Alors, hypothèse avec laquelle je ne suis absolument pas à l'aise, considérant tous les travaux de recherche que je fais depuis quand même une vingtaine d'années. Donc, c'est rafraîchissant de se remettre en question. Ça peut être insécurisant, mais je pense que cette nouvelle section-là est lancée dans un but vraiment d'évolution et une certaine forme, pour utiliser un terme qui a beaucoup été surutilisé dans la dernière année, une certaine forme de bienveillance. L'idée ici n'est pas de critiquer, de démolir les théories existantes, mais c'est plutôt de les faire, de les mettre en phase avec ce qu'on voit réellement sur le terrain, dans le cas des PME et de l'entrepreneuriat. Donc, alors, c'est vraiment bienvenu cette façon de voir-là pour la revue, ce qui n'empêche pas évidemment les articles plus traditionnels de rentrer aussi dans la revue. Donc, on vous invite à soumettre vos propositions sur le site de la plateforme de la revue, et peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, donc là, on voit qu'il y a une faille informatique qui vient d'être découverte. Notre revue
revue, je crois qu'elle a été visée aussi parce qu'on n'arrive pas à accéder au site. Alors, par courriel, par contre, on vous a mis dans le chat le document de référence. Il prouve actuellement. Merci Mathias pour le commentaire. Donc, effectivement, ça va se rétablir. Donc, il n'y a pas d'hésitation là pour si vous avez rencontré des difficultés, juste à m'écrire par la suite. Donc, vous précisez en fait le format. Donc, il y a une section lorsque vous déposez votre article, il y a une section pour préciser, pour ajouter quelques précisions. Donc, vous indiquez c'est pour la section frontières. Et par rapport à ce qu'Olivier a présenté tout à l'heure, les textes qui sont dans cette section-là n'iront pas nécessairement dans le même processus que les autres articles. Il y a quelques détails qui les distinguent. Donc, vous pouvez aussi, pour le lancement de cette section-là, c'est nouveau. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas trop certain de la forme. Donc, n'hésitez absolument pas à communiquer avec nos trois rédacteurs responsables, donc selon le thème que vous voulez développer. Moi, je rajouterais peut-être un commentaire sur la présentation que Mathias a présentée tout à l'heure. En fait, c'est concernant, entre autres, la formulation d'un titre et du résumé. Je vois souvent ces deux, pour les auteurs, rappelez-vous que ce sont les deux parties de votre texte qui vont le plus circuler. Et c'est extrêmement important de porter attention à ce titre-là, qui soit clair. On aime bien les métaphores de temps en temps avec le jazz ou les instruments de musique. Si votre texte est court, ça peut être difficile de trouver le sens du message que vous voulez passer. Donc, soyez très attentifs à ce titre-là. Et même chose au niveau du résumé, où trop souvent le résumé n'énonce pas soit la problématique, soit la question et les résultats. Donc, c'est important de bien porter attention. Vous pouvez aller voir des articles qui ont été publiés dans la revue pour vous en inspirer, mais c'est pas des éléments du texte qu'on doit négliger compte tenu de leur large diffusion sur tous les canaux. Alors, merci, messieurs. Donc, je redonne la parole à Olivier. Très rapidement, nous vous invitons donc à soumettre, comme José vient de le préciser, quand la plateforme sera remise en place et moins perturbée, vous pourrez aller la fréquenter. Le document que vous a mis en ligne, Mathias, est également présent sur le site de la revue. Voici, donc désormais, nous sommes prêts à interagir dès maintenant avec vous. Si vous avez déjà des commentaires, des questions à nous partager, je vais départager l'écran et puis n'hésitez pas par le clavardage ou de manière orale à nous interpeller dès maintenant. Y a-t-il des questions, des commentaires, Bonjour, je me présente, je m'appelle Amine. Je vais essayer de poursuivre mes études de doctorat au Nouveau-Brunswick, d'accord. Je viens juste de soumettre mon application et j'aimerais savoir, sachant que les articles, je suis d'accord pour tout ce qui est francophonie, mais j'ai toujours entendu par d'autres professeurs et docteurs qui me motivaient en fait de faire mes articles en anglais. Et ça peut-être c'est un champ de… Qu'en pensez-vous? Je suis en faveur de la dualité linguistique, mais qu'en pensez-vous en fait? Parce que ça va être peut-être très restreint en fait, tous ces articles en français. Je veux dire, en plus, dans le monde de l'entrepreneuriat, la personne la plus connue, c'est comme Nabil et professeur Shepherd. En général, bon voilà, la personne la plus connue, ça reste toujours en fait des anglophones. Qu'en pensez-vous? Merci. Alors, messieurs, venez à ma rescousse. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas nier l'anglicisation de la science, de la connaissance, mais évidemment, comme moi, je suis à la tête d'une revue francophone, je vais continuer à valoriser le français.
Ce que vous dites, c'est vrai, mais un article en français ne meurt pas parce qu'il est écrit en français, il est aussi diffusé. On est dans les banques de données de ABI Inform, de ProQuest, que les universités achètent maintenant. Donc, on est quand même largement, et d'où l'importance des résumés, parce que ce sont les informations qui circulent le plus. Donc, des résumés en français et des résumés qu'on exige, les titres aussi en français et en anglais et en espagnol. Donc, ce sont les informations qui circulent le plus là. Alors, votre article, on a des abonnés, peut-être que ça peut vous rassurer. On a des lecteurs dans 35 pays qui sont pas uniquement francophones. Le Japon, l'Allemagne, c'est pas des pays francophones, mais on a des lecteurs dans ces endroits-là. Donc, on est vraiment hors francophonie. Pour ce qui est de la valorisation du français, écoutez, je pense que je publie dans les deux langues. Je pense que le publier en français ne veut pas dire ne pas publier en anglais. C'est un choix qu'on fait. On offre une rubrique probablement un peu unique à l'image aussi de notre communauté qui veut faire vivre le français. Les articles sont utilisés dans l'enseignement, les articles sont utilisés aussi, sont pas utilisés uniquement dans la recherche, mais sont utilisés aussi beaucoup par les milieux de pratique. Donc, faut se souvenir de ça aussi quand on travaille dans un milieu francophone. Ben, on a tout avantage à avoir du matériel en français aussi à leur offrir. Et la revue a aussi cette mission-là de diffuser, c'est pas uniquement de publier des articles entre chercheurs, mais c'est aussi de diffuser dans les milieux de pratique les contenus qu'on a. Et depuis quelques mois, on est sur les réseaux sociaux. Donc, pour aussi donner une plus longue vie, plus de visibilité à nos travaux. Donc, je sais pas, Olivier, Nabil et Mathias, si vous avez des points de vue aussi à rajouter. Tu as tout dit. En fait, chacun gère sa carrière par des équilibres entre choix de langue, entre mode de diffusion. Après, moi, je comprends les contraintes actuelles qui peuvent vous inspirer ce commentaire. Mais disons que c'est une ouverture à publier dans votre langue des papiers. Après, juste ajouter, moi, j'ai souvenir du texte de Jean-Pascal Gon qui justement traitait de la question de la langue dans la revue internationale des PME. Jean-Pascal Gon qui peut pas être considéré comme le dernier chercheur de la Terre, là, et qui soulignait dans son papier pourquoi il continue à publier en français. Il soulignait très clairement qu'il était plus cité, plus lu en langue française que dans de ces articles en langue anglaise, qui pourtant lui apportent un statut de chercheur extrêmement prestigieux. Donc, je pense que oui, on a aussi cette mission-là, mais ce sont des choix d'équilibre à faire. Je pense pas que c'est des choix d'exclusivité, en fait, la langue. Hein. Voilà. Alors, il y a Yosra et Nizar. Alors, je vais commencer. Tout d'abord, merci pour cette orientation de l'innovation dans les publications. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une question pour Nabil, si tu veux bien, sur cette nouvelle rubrique qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'entends complètement la volonté d'aller vers une ligne éditoriale qui est technique sur la méthodologie. Ma question est plutôt, est-ce qu'on peut soumettre une réflexion sur la posture réflexive du chercheur qualitatif en entrepreneuriat? Donc là, on est plus sur l'auto-ethnographie, sur les articles de type Alveson, donc c'est pas du tout technique. On n'a pas à dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais plutôt d'interroger la posture du chercheur qualitatif. Est-ce que vous acceptez ce type de réflexion dans cette rubrique? Ouais. Lorsqu'on parle de la méthodologie d'une manière générale, il y a trois aspects. Il y a la posture du chercheur. Donc là, on parle de tout ce qui est positionnement épistémologique, la vision du chercheur, la posture par rapport aussi du terrain. Il y a également la méthode plutôt de collecte, la stratégie de collecte de données aussi. Il y a également aussi la méthode d'analyse des données. Donc, il n'y a pas uniquement la dimension technique lorsqu'on parle plutôt de la méthode plutôt d'analyse des données, mais il y a aussi cette dimension posture épistémologique, la posture du chercheur par rapport à son terrain.
Il y a aussi d'autres aspects qui peuvent être évoqués lorsqu'on voit les collègues qui font de la recherche en médecine. Il y a beaucoup de travaux sur la posture du médecin par rapport aux patients. Exactement, l'empathie. Exactement, ouais. L'empathie, comment il prend une distance avec un patient, si le patient est proche, etc. Je pense que la question posture du chercheur par rapport à l'objet d'étude, par rapport au terrain, c'est quelque chose de très, très important. Et nous, dans notre tradition plutôt de recherche doctorale, je me rappelle toujours cette fameuse section en méthodologie. On ne va pas décrire uniquement la méthode, il y a toute cette partie sur la posture épistémologique, la posture du chercheur par rapport à l'objet d'étude. Donc, la rubrique méthodo, elle ne se limite pas à un aspect purement technique, mais il y a aussi l'aspect aussi posture qui est très, très important. Voilà, si vous acceptez ce genre de papier, alors ça fait plaisir. Parce que là, ça manque aussi pour revenir à la question de quelqu'un qui veut s'engager en doctorat, qui manque un peu à la lecture anglo-saxonne. Mais par contre, dans la lecture anglo-saxonne, vous avez pas mal de choses un peu dans Academy of Management, sur comment écrire dans Academy of Management, comme Setting the Hook. Et ça, c'est un peu différent de notre culture francophone, que je rejoins José et Olivier, qui a ses spécificités et qui est appréciable de plus en plus avec le temps. En tout cas, merci pour la réponse, Nabil. Je pense qu'on reparlera de ça plus rapidement que j'avais. Avec plaisir, Richard. Bizarre. Ouais, bon, merci beaucoup pour cette belle présentation et merci d'avoir dépassé les frontières pour proposer une nouvelle section. Voilà. Moi, ma question concerne l'essai contre-courant. Je voulais savoir si on peut soumettre un article vraiment conceptuel où on discute des idées théoriques pour montrer, voilà, aborder une certaine contribution, ou ça doit prendre vraiment un format classique avec une partie empirique au niveau du terrain. Merci, Nizar. Disons que l'objet principal, oui, est plutôt théorique, d'aller en somme challenger notre dictionnaire, notre lexique habituel de chercheurs en entrepreneuriat PME, des conceptions telles que ça a été évoqué tout à l'heure, des idées reçues ou sur la croissance, l'échec, la légitimité. Il y a différents domaines comme ça où on a accumulé des connaissances qu'on ne questionne plus. Donc, c'est sûr que le challenge est avant tout conceptuel. Toutefois, comme on l'indiquait à un moment, le terrain peut être vu comme avec un statut d'illustration, montrant des contre-exemples, par exemple. Donc, on ne cherchera pas, par exemple, ici, la fiabilité méthodologique, le fait de dire j'ai fait un terrain qui démontre que, mais illustré par un cas de figure, un cas extrême qui challenge la conception théorique que l'on veut défier, ça peut être utile. Mais dans ce cas-là, ça ne prend pas le statut d'un terrain, mais d'une illustration empirique du pourquoi la thèse principale qu'on soutient dans notre discipline, on doit la défier. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement, Lisa. Non, parfait. Merci beaucoup. Ah, parfait, à plus. Merci. Oh, pardon. Il y a d'autres interventions, des désaccords? Moi, j'ai répondu à quelques messages privés dans le chat aussi concernant les explorations pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à venir challenger vos idées en les présentant par courriel aussi ou dans le chat tout de suite. Julie? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Pour parler de ma recherche, je suis face à d'énormes données, une grande quantité de données. Et quand je vois la taille de l'article que l'on peut soumettre, je me questionnais sur la pertinence effectivement de peut-être entrer en dialogue dès le départ sur l'angle d'attaque qu'on peut attraper. Donc, j'imagine ici, ce serait plutôt une question pour la pédagogie. Voilà, confronté à le choix actuel de ce que je pourrais chercher dans mes données et voir si on peut discuter au préalable d'un angle qui peut être intéressant justement de challenger avant de se lancer dans une analyse de données qui peut être énorme alors qu'on n'a finalement que 5000 mots pour s'exprimer. Tout à fait. C'est vraiment dans l'esprit de ce que je venais de dire avant que vous interveniez, c'est-à-dire mais on vous encourage, Olivier et Nabil, tous les trois, à nous écrire. On peut se parler
évidemment, pour ne pas que vous perdiez un temps considérable à développer une idée qui finalement pourrait faire l'objet d'un rejet avant même de passer à l'évaluation, parce que l'un ou l'autre de nous estimerait que le potentiel de contribution est finalement trop limité. Donc, au contraire, je crois que on l'a souligné dans la présentation, on veut entrer en dialogue avec vous. Puis un petit peu, contrairement à ce qui se fait d'habitude, on aimerait bien entrer en dialogue avec vous avant même le début du processus de soumission, sans dire que c'est nécessaire à chaque fois, bien entendu. Là, il y a des choses qui sont plus claires et qui peuvent être directement soumises à l'une ou l'autre des rubriques. Mais si vous avez des hésitations, on est là pour répondre à vos questions. Génial, merci beaucoup. Vous aurez donc de mes nouvelles. Avec plaisir. Si je peux me permettre, en fait, le problème que vous soulevez, Julie, c'est le même problème que rencontrent les étudiants de doctorat qui veulent faire un article après leur thèse et qui croulent sous la panoplie de tableaux, de données qu'ils ont collectées. Et donc, assez souvent, s'ils n'ont pas eu l'entraînement pour rédiger un article, rédiger une thèse, c'est pas la même chose. Donc, rédiger l'article, il faut focaliser sur quelque chose de beaucoup plus étroit en changeant le message. On transmet pas le même message dans un article que dans une thèse. Donc, ça va être la même chose ici. Donc, bien revenir sur le message qu'on veut que retiennent les lecteurs et ce qui nous permet de faire une sélection quand même plus sévère aussi du contenu qu'on va vouloir conserver. Donc, juste se souvenir on n'a pas besoin de tout mettre, mais on doit mettre l'essentiel pour que le message soit bien compris. Et c'est cet exercice-là aussi auquel participent les évaluateurs, hein. Donc, justement, qui vise à clarifier, qui vise à permettre à l'auteur peut-être de faire des sélections un peu plus judicieuses. Si vous avez trop de données, les évaluateurs vont vous l'indiquer aussi, là. Merci. Oui, c'est aussi une question de se dire on peut être audacieux, mais voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire vous proposez d'être à contre-courant, mais voilà, c'est un peu dommage de développer quelque chose et puis de se dire qu'on est vraiment à côté du courant. Donc, être audacieux jusqu'à quel point, c'est surtout ça. Rigoureux dans l'audace. À mon avis, c'est le maître mot, c'est la rigueur dans l'audace. On reste quand même une revue scientifique, donc il y a cette rigueur qui est à conserver. Après, je pense que l'ouverture sur le côté derrière la rigueur, c'est là que se trouvera l'audace finalement. Donc, rigueur en premier, à mon avis, José, tu devrais être d'accord avec ça. Tout à fait. En fait, n'oubliez pas, on veut une conversation entre les chercheurs. C'est la conversation scientifique qu'on cherche. Donc, je pense pas que l'audace soit un problème dans une conversation scientifique. Mais par contre, l'audace sans rigueur en serait un. Donc, effectivement, j'aime bien le mot, la conjonction des deux mots, là, rigueur et audace. Je pense que ça répond à ce qu'on souhaite faire dans cette section-là. Olivier? D'autres commentaires ou d'autres questions? Vous avez nos coordonnées, donc si vous souhaitez entrer en conversation, ça sera avec plaisir. Je ne vois pas d'autres mimines virtuelles levées. Un petit pouce de Yosra, 2 pouces. Allez, c'est trop. Ça fait 3. Bon, eh bien, merci de votre présence à toutes et tous. Ce webinaire, normalement, nous l'installerons sur la chaîne YouTube de la revue. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller fréquenter la chaîne YouTube, le Twitter et le LinkedIn de la revue, sur lequel sont relayées pas mal d'informations et d'annonces de la revue. Eh bien, sur ces quelques mots, merci à toutes et tous. Portez-vous bien, belle semaine. Merci et à bientôt. Olivier, merci. José, Nabil et tout le monde. Merci Mathias, merci Olivier. Merci pour cette belle présentation intéressante. Merci infiniment et à très bientôt. Bye Fatia. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. C'est un plaisir, merci beaucoup.